Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre podcast Tranche de couple. Nous, c'est Guillaume et Max. Aujourd'hui, on va faire un podcast orienté hommage, dommage. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots ? Eh bien, pas mal de choses. On va essayer de développer dans nos différentes rubriques à quoi est-ce qu'on peut rendre hommage et qu'est-ce qui a été un peu dommage dans les semaines qui se sont passées. Donc dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un hommage que nous rendrons un peu plus tard dans ce podcast au speaker, au président de la Chambre des communes britannique, John Simon Bercow, qui est président de cette chambre depuis 2009 et qu'on a beaucoup entendu dans le cadre des négociations, des débats sur le Brexit, qui a eu un rôle assez effacé du point de vue des médias, mais pourtant absolument central. Et ce qu'on retiendra surtout, et ce qui est ressorti plusieurs fois, c'est son très familier maintenant « order » pour demander un peu d'ordre dans la Chambre des communes. Que vous venez d'entendre donc. Alors, on va commencer par une petite actu de la semaine, comme d'habitude. L'actu de la semaine, c'est un hommage aux scientifiques du Groupement international pour l'écologie et le climat et à la jeune suédoise Greta Thunberg. Donc le GIEC, pour détailler un peu rapidement leur rôle, c'est un groupe de scientifiques international qui viennent donc de pas mal de pays qui étudient essentiellement le climat et les changements climatiques, qui font des prévisions pour le futur, qui sont, on va dire, ces derniers temps, pas très positives, mais qui ont eu tendance à ouvrir les consciences et qui ont notamment mené à l'arrivée sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, de la jeune Greta Thunberg. Greta Thunberg, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est arrivée sur le devant de la scène, il me semble que c'était l'année dernière, puisqu'elle a été invitée à parler devant le Forum des chefs d'État à Davos. Et depuis, c'est devenu un peu une égérie. Une égérie surtout, si on en juge par ce qu'on lit dans les médias, auprès des jeunes générations. En réalité, ça va au-delà de ça. C'est un catalyseur pour moi, pour ces jeunes générations, pour prendre en charge leur part de responsabilité sur le climat. Alors j'ai lu pas mal ces derniers jours de chroniques, d'éditos qui disaient que c'était un peu facile pour la jeune génération de commencer à se bousculer tout en ayant tous en main des iPhones, en utilisant les voitures de papa, maman et compagnie. Je trouve que c'est un peu simpliste, mais peut-être que toi tu as un avis aussi là-dessus, Max. Écoute, je crois que l'enjeu du climat, du changement climatique, ça nous dépasse. Et en même temps, nous devons être acteurs du changement de tous les jours. Et c'est vrai qu'on ne nous demande pas de revenir à l'âge de pierre, mais vraiment d'essayer de voir comment dans nos vies on peut avoir un impact positif pour essayer de limiter, de réduire l'impact que les humains ont sur la planète. Alors peut-être aussi, tu l'as mentionné juste avant, le rapport du GIEC qui a été rendu public en août dernier. Et cette année, le rapport portait sur la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres. Donc, effectivement, ce rapport a étudié le lien entre toutes ces affectations des sols et le changement climatique. Et il vise aussi à ce qu'on ait une connaissance plus importante de l'impact du changement climatique. Et on sait que c'est important parce que on a un certain nombre de personnes dans ce monde, et notamment quelques grands, qui contestent la réalité du changement climatique. Donc voilà pour cette première rubrique un peu sérieuse. On n'est pas là que pour faire du frivole. Pour nous, c'est aussi important de prendre position, ou en tout cas d'être acteur dans nos vies d'un certain changement. On a le luxe tous les jours de pouvoir faire du vélo-taf, d'aller au travail en vélo. On essaye de plus prendre le train, de moins voyager, de moins prendre la voiture, de moins prendre l'avion. Ça prend un peu de temps. Il n'y a pas que ces mesures. C'est des toutes petites mesures à notre échelle, mais si tout le monde se les applique, au final, ça peut avoir un gros impact.
réduire aussi les déchets. On pratique depuis qu'on est à Bruxelles le compost. Et la taille de nos poubelles du tout venant a bien diminué. Et je crois que ça aussi, c'est chouette. Deuxième rubrique. Aujourd'hui, on voulait vous partager nos goûts sur les films et les séries. Parce que si on a des goûts qui sont assez proches sur un certain nombre de choses, ils sont aussi très différents. C'est dommage. Voilà, c'est la rubrique dommage. Dommage en couple, c'est comment est-ce qu'on réussit quand même à trouver des terrains d'entente quand on veut regarder une série ou quand on veut regarder un film, et quel équilibre on arrive à trouver pour pouvoir quand même ne pas abandonner les films qu'on aime chacun de notre côté. Mais ça n'est pas que dommage, parce que c'est aussi hommage. Hommage parce que on a des grands acteurs qui nous ont pas mal marqués dans notre filmographie. Et donc, on vous parlera aussi de ces hommages qu'on voudra faire. Max commencerait en disant que moi, je suis plus frivole, justement, puisqu'on en parle en matière de film, et un peu plus probablement historien, puisque je suis assez fan de dessins animés, notamment les films de Miyazaki. Je dis pas non à un Disney une fois de temps en temps, que voulez-vous, on a tous nos petites marottes. Et Non. puis, je suis un grand fan de films historiques, de films reconstitution historique, ou qui se passent en tout cas dans des périodes passées. Je dirais que les deux, en termes de films, je parlerai de Kingdom of Heaven, qui est un très vieux, enfin qui maintenant est un vieux film, qui à l'époque était extrêmement moderne, avait des effets spéciaux monstrueux, mais qui était largement, quand on voit les effets spéciaux qu'on voit dans Game of Thrones notamment aujourd'hui, ou dans d'autres séries, il est largement ringardisé, mais n'empêche, c'est un des films qui m'a marqué à une époque. Et puis, je crois que ça, c'est un truc sur lequel on se retrouve. On aime bien une série de films bien français anciens, les films notamment avec Louis de Funès. Bourvil, Lino Ventura. Il y en a pas mal comme ça. C'est là aussi où, pour moi, je voulais rendre hommage à ces grands acteurs français qui ont marqué la culture cinématographique de notre enfance et qui restent quand même des personnages clés. Et en particulier, Louis de Funès, c'est quand même 37 ans de filmographie. Et c'est vrai que, sans doute, on retient davantage les films les plus récents qui ont marqué nos générations, que ce soit la série Fantomas, des gendarmes, La Grande Vadrouille, Le Cornio. La folie des grandeurs. Monseigneur, il est 8 heures. Il en manque une. Et voilà. Mais il y a aussi d'autres films. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion, peut-être un jour, de les regarder. Mais La Traversée de Paris, ou Le Tatoué, ou Faites sauter la banque, sont aussi des films intéressants à voir dans la filmographie de Louis de Funès. Alors, dans les autres films qui sont aussi peut-être de ma culture, à moi, quand j'ai grandi, il y a les films des nuls, avec La Cité de la Peur notamment. Il y a les films du Splendide, qui ont aussi pas mal marqué mon enfance. Et puis certains films comme Trois hommes et un couffin. Et toi, Guillaume, il y a un film qui te tient particulièrement à cœur, dont on n'a pas encore parlé, mais avec certains des personnages dont on a parlé. Alors moi, je dirais qu'il y a deux films qui sont mes favorites. Mais all time, non, pardon. Moi, je dirais qu'il y a deux films qui sont mes favoris. Le premier, c'est un vieux film, avec notamment Francis Blanche, Lino Ventura, vous voyez où je veux en venir, et Claude Rich, évidemment. Les Tontons Flingueurs, ça, c'est un peu le premier sur le podium, sans aucun doute, avec tout ce qu'il y a dans ce film, d'un petit côté un peu franchouillard, mais c'est cet humour parfois qu'on trouverait aujourd'hui hyper décalé et en même temps très fin pour quand on y regarde de plus près. C'est un vrai film culte pour moi. Et puis le deuxième que je mettrais sur la balance, c'est un film un peu plus récent, encore que j'étais jeune à l'époque quand il est sorti, c'est le film Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est évidemment tout le côté humour. Alors c'est pareil, c'est très fin, c'est bourré de références, et en fait ça fait quasiment, je pense, 15-20 ans que le film est sorti. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'il y avait une référence que
que je n'avais pas et qui m'est revenu. C'est une référence à Jacques Chirac. Je vous laisse réfléchir un peu. C'est une référence où il est question de cuisine, si vous voulez replonger dans le film et la retrouver. Donc pour moi, c'est vraiment un film hyper abouti dans la mesure où on a beaucoup d'humour et en même temps on a toute cette réflexion derrière un peu intellectuelle avec toutes ces références qui viennent un peu de partout et qu'on peut s'amuser à chercher d'où elles viennent. On passe côté série. Alors, je crois que côté série, on va peut-être parler des séries qu'on partage. Et je les caractériserai par différents thèmes. Je crois qu'on est tous les deux plutôt fans de thrillers, séries policières. Donc, par exemple, on a beaucoup aimé la série White Collar, qui était une excellente série avec Matt Bomer's qui ne gâche rien. On a aussi naturellement beaucoup regardé NCIS, qui nous a fait de longues séries. En plus, c'est une série qui a énormément d'épisodes. Mais dans le même ton, on pourrait aussi aller du côté de The Blacklist, de Suits, aussi lié aux questions juridiques et intrigues. On a The Good Wife, qui a été suivi aussi d'une deuxième série, The Good Fight, d'ailleurs sur lequel on est toujours en cours. Donc ça, c'est... Quand on dit en cours, je précise quand même, ça ne veut pas forcément dire qu'on la regarde toujours régulièrement, mais qu'elle fait partie des séries qu'il faudrait qu'on continue, qu'on n'a pas formellement abandonné. Voilà. Une autre série qu'on a beaucoup aimée en lien avec les questions politiques, mais aussi un peu des intrigues, c'est la série Designated Survivor avec Kiefer Sutherland, qui joue le rôle du président des États-Unis et qui pour moi est un acteur aussi qui m'a marqué parce que j'ai beaucoup regardé les épisodes de la série 24 heures. Je ne sais pas si Guillaume tu les avais vus. Je crois que j'en ai vu un ou deux, mais oh, non, j'ai dû voir une saison, je pense. C'est ça, hein, une saison, c'est 24 heures, c'est ça? Exactement. Ok, donc c'est j'ai vu une saison de 24 heures. Ok. Dans le même mood, il y a un certain nombre d'autres séries, on les citera peut-être pas tous, mais on avait beaucoup aimé la série The Last Ship, qui se passe sur un bateau, et on pourrait se dire que sur un bateau, au bout d'un moment, on s'ennuierait, mais en fait, on s'ennuie pas trop. En réalité, ça se passe pas que sur un bateau, mais le personnage central de la série, c'est un bateau. Exactement. Nathan James. Le Nathan James. Voilà. Puis je dirais qu'on a un certain nombre de séries aussi qui sont un peu plus légères, un peu plus frivoles. Et donc, c'est le mot du podcast aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je le trouve sympa. Non, on regarde des séries comme Modern Family, donc l'histoire d'une grande famille composée de plusieurs mini-familles, toutes très différentes. Ça se passe aussi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? The New Normal, on avait beaucoup aimé. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait eu qu'une seule saison. Alors là, pour le coup, on est en plein dans un sujet d'actualité, on va dire, puisque ça raconte l'histoire d'un couple homo qui engage une femme porteuse pour porter leur enfant et qui accueille cette femme chez eux. Je suis sûr qu'on aura plein de débats et plein de moments plus tard dans ce podcast pour revenir là-dessus, mais voilà. C'est un sujet qui pour nous était à ce moment-là un peu nouveau, et donc ça a été aussi intéressant de ce point de vue-là. On a regardé aussi The Fosters, qui est une série sur une famille qui adopte des enfants, et c'était assez chouette. On a une autre série qui a été assez drôle, vraiment légère, qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel, qui était vraiment assez chouette. Et ça, c'est sur Amazon Prime, pour pas faire de pub. Une autre série qu'on a pas mal aimée, c'était The Good Doctor, qui était vraiment assez sympa, qui parle d'un héros. Enfin, le héros est un jeune qui a des troubles autistiques et qui néanmoins a fait des études de médecine et est engagé dans un hôpital américain. Et c'est vraiment assez sympa comme série. Il y a aussi une série qui nous a fait beaucoup rire, qui s'appelle Grace and Frankie. C'est l'histoire de deux femmes dont les maris vont finalement finir par se mettre en couple.
et qui donc toutes les deux Ça se arrive. retrouvent un peu comme deux ronds de flanc, et donc c'est un peu leur histoire très, très humoristique, évidemment, sur comment elles vivent les choses et comment elles les traitent, leur relation entre toutes les deux, puisque c'est très différent. Il y en a une qui est plutôt très BCBG d'un côté, très, très classe, et puis une de l'autre très hipster années 60. Voilà. Mais c'est tout aussi, c'est toute une série qui est très fine dans le traitement du sujet et qui met très bien en avant ses personnages principaux, Alors, sans rentrer dans une caricature prodigieuse derrière. dans les autres séries qu'on a aimé partager, il y avait 10%. Excellente série française. Allez, une série, on aura moins parlé d'une série française, on n'est pas tant victime que ça du système. Non, on va parler d'une deuxième série française qui est vraiment excellente, qui est aussi dans le thème de l'espionnage. Ah oui, Guillaume. excellent. Alors on va parler effectivement du Bureau des légendes. Alors le Bureau des légendes, c'est probablement, je crois que Max sera d'accord avec moi, la meilleure série française qu'on ait fait. Peut-être pas en général, encore que ça, moi je me pose la question, mais en tout cas en matière de thriller, action, espionnage, c'est une série qui se passe à la DGSE, la Direction Générale de la sécurité extérieure française, et qui reproduit de manière assez fidèle en fait un service de ce service de renseignement qui est d'envoyer des personnages, des clandestins à l'étranger pour des missions d'espionnage. Je pense que vous connaissez, on ne va pas donner le détail, mais en tout cas, c'est intéressant de noter que cette série qui a si bien marché et qui est reconnue de par le monde entier, elle a aussi pris les codes de la construction de séries américaines avec un vrai showrunner. Donc dès le départ, la série a été pensée sur 3 saisons en fait. Donc quand les scénaristes ont écrit le scénario, ils l'ont pensé sur 3 saisons. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une richesse, parce que quand on les écrit une saison par une saison, parfois on voit aussi que ça manque un peu de cohérence. Bon, alors peut-être qu'on peut juste en venir aux séries qu'on ne regarde pas ensemble, parce que ça, c'est aussi une réalité. Et notamment, il y a eu cette série extrêmement populaire que tout le monde a regardée, mais que je n'ai pas regardée. Et bien sûr, Guillaume m'en parle de Game of Thrones. Voilà. Et moi, ça m'a pas botté. J'ai regardé le premier épisode et je dois dire que j'ai arrêté. J'ai préféré regarder Riverdale. Il y avait quelques beaux mecs à regarder là-dedans. C'était un peu mieux que voir des têtes se couper et mille et une manières de tuer des gens. Mais ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas qu'à ça. C'est prodigieux, c'est génial comme série au niveau des effets spéciaux. Et puis moi, je suis fan du côté historique des séries. Donc on parle de Game of Thrones, mais je vous dirais une de mes préférées, c'est Downton Abbey aussi. Le côté anglais est plutôt chouette. Pourrais vous parler pendant des heures probablement de The Queen. Je pourrais aussi vous parler pendant des heures de la série Nightfall, qui est une série autour de la thématique des Templiers. Bref, il y a quelques années, il y a la série Rome aussi qui m'a beaucoup marqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà un peu comment est-ce que vous pourrez m'appâter si un jour vous voulez passer une soirée série sympathique. Ok, et moi je vais juste faire un dernier clin d'œil à une série européenne, mais qui a été déclinée sur les sujets de société des jeunes, qui a été déclinée par pays, qui est la série Scam, dont j'ai beaucoup aimé la série française, Scam France. Voilà, simplement un clin d'œil. Donc voilà, au travers de ces séries, peut-être que ça vous aidera peut-être à un peu mieux nous connaître. Et aussi de voir les différents types de séries qu'on aime. Peut-être que ça vous donnera aussi des idées pour aller regarder, découvrir des séries qu'on a citées. C'est vrai qu'avec cette pléthore de séries, on se pose parfois la question de savoir laquelle on aimerait découvrir. Voilà pour les séries, et je propose qu'on passe à la prochaine rubrique. Merci Max. Prochaine rubrique, ça va être un hommage. C'est un hommage à l'inventeur du compromis, donc je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas le ou la nommer. Ben oui, parce que ça peut aussi être une inventeur féminine, parce que c'est dans le couple quelque chose qui est très important, et nous, ça se confirme, et ça s'est confirmé beaucoup, notamment ces derniers mois.
On a vécu entre le mois de septembre 2018 et le mois de mai 2000, la fin avril 2019, disons, une relation à distance, alors que c'est quelque chose qu'on avait toujours enfin, on s'était toujours dit que ça ne marcherait pas pour nous et qu'il fallait l'éviter à tout prix. Exact, parce que bon, c'est vrai qu'au début de notre relation, on a vécu quelques mois séparés. Mais c'était le début, c'était pas pareil. Voilà, c'était le début. Mais assez vite, on Les a tous les papillons, deux, tout ça. on a tous les deux habité à Paris. Donc moi, j'habitais déjà à Paris. Guillaume est venu me rejoindre. Mais on a fait le choix, néanmoins, de garder 2 appartements séparés au départ. Il faut garder. Il faut sauver les apparences. Ouais. C'est vrai que au bout d'un moment, ça devenait vraiment des apparences parce que on passait quand même énormément de temps ensemble. Mais après, je pense qu'au début, c'était quand même un vrai choix et que ni l'un ni l'autre, on le regrette. Mais c'est bien de savoir aussi garder un peu sa liberté, surtout au début, et d'avoir son chez-soi quand on a besoin d'être chez soi. Et donc depuis, on vous l'a dit, ça fait plus de 9 ans qu'on est ensemble. On a habité, enfin voilà, on a toujours été ensemble. Mais il se trouve que il y a quelques mois, mon contrat à Bruxelles s'est terminé et globalement, on savait qu'on voulait rester à Bruxelles, notamment parce qu'on s'y plaît bien et aussi parce que Guillaume avait été sur le point de changer de boulot. Mais pour moi, c'était soit je rentrais à Paris et je pouvais continuer en fait auprès de mon employeur, soit je restais ici, mais du coup, bah, j'étais un peu dans cette période de chômage qui est pas toujours simple, surtout quand on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc on a fait le choix, le compromis de dire, bon ok, je rentre à Paris et en espérant que je décroche rapidement un job qui me permette de revenir à Bruxelles. Voilà, et finalement, ce rapidement s'est quand même transformé en 8 mois, qui était quand même assez long. Alors c'est vrai que finalement, au départ, l'incertitude a duré que 1 mois et demi, puisque mi-octobre, j'ai eu la confirmation que j'avais un poste, mais un poste qui malheureusement commençait en mai. Mais comme c'était un job sympa, ça valait le coup d'attendre. Je crois que pour moi, une des clés de notre capacité à vivre en célibat géographique pendant une durée aussi longue, après 9 ans, c'est d'une part naturellement que la confiance était là, mais aussi le fait qu'on savait que ça allait se terminer dans une certaine durée. Et troisièmement, peut-être un truc, c'est que on a vite abandonné le téléphone pour se parler et privilégier la vidéo parce que c'est vrai que le téléphone, on a tous tendance à faire autre chose pendant qu'on est au téléphone. On n'est pas forcément aussi disponible que quand on est en vidéo. Et donc ça, je crois que ça nous a, c'était le bon moyen pour la survie de notre couple dans cette période un petit peu compliquée. Même si c'est pas toujours facile quand les rythmes sont différents. Merci Max. Rubrique suivante, la vie en Belgique. Alors aujourd'hui, ça tombe très bien qu'on ait choisi hommage et dommage, enfin dommage et hommage. On va voir dans quel sens on va les prendre, mais parce on vient de parler de l'hommage à l'inventeur ou l'inventrice du compromis. La Belgique, c'est le pays du compromis. C'est un pays qui est constitué de 2 grosses communautés et une plus petite communauté qui ont comme valeur chacune leur langue, donc la communauté française, notamment en Wallonie, la communauté flamande en Flandre, et puis une toute petite communauté germanophone. Ces communautés ont pas mal de pouvoir politique, notamment en matière d'économie, en matière sociale, en matière d'éducation. Et puis, malgré cela, il y a quand même un gouvernement national, un gouvernement fédéral qu'on a en Belgique, qui gère notamment les questions régaliennes, la défense, les affaires étrangères, une petite partie de l'économie, notamment toute l'économie liée à la diplomatie, et dans une moindre mesure, les questions de santé notamment. Et oui, et donc au quotidien, effectivement, c'est le compromis, mais néanmoins, bon, ça fonctionne quand même. Et ils ont même réussi à avoir, en l'absence de gouvernement, parce que c'est des gouvernements de coalition, un pays qui continue à fonctionner pendant une durée de
Bouge pas, crise politique. Alors. Ah, 541 jours. Ding. Vas-y. Donc ils ont quand même réussi à fonctionner sans gouvernement, mais donc avec un gouvernement qui gérait les affaires courantes pendant une durée de... 541 jours. Padam. On est sur plus d'1 an et demi. Imaginez en France, la France sans gouvernement pendant 1 an et demi, ou même avec un gouvernement d'affaires courantes. Chez nous, c'est complètement impossible. En Belgique, le fait que le gouvernement ait des compétences relativement limitées fait que ça, c'est possible. Et on s'offusque, ou ça paraît très surprenant du côté français, mais en réalité, ici, c'est le cas d'ailleurs en ce moment. Il n'y a pas de gouvernement nommé. Il y a un gouvernement d'affaires courantes qui est issu du gouvernement précédent. Mais globalement, les choses se passent plutôt bien. Voilà pour cette rubrique. On passe maintenant à la rubrique recherche d'un logement à Bruxelles. Alors là, on reste toujours dans cette jungle ixelloise, dans cette recherche qui n'est pas simple. Et donc, voilà, on continue à visiter des maisons, toutes avec des qualités, mais aussi des défauts. On voit bien que les prix aussi sont quand même toujours chers. On en a parlé la dernière fois. Donc, voilà, c'est pas évident. On sait que c'est dommage parce qu'on cochera pas toutes nos cases à la fin dans la maison qu'on va trouver, mais on espère quand même en cocher un certain nombre. En tout cas, on vous tiendra au courant. Nous, on est toujours extrêmement motivés et mobilisés sur cette recherche. Voilà, donc on espère qu'on aura des choses sympas à vous annoncer la prochaine fois. It's Brexit time! Ben aujourd'hui, on va revenir à ce personnage que j'ai présenté au début du podcast, du coup, John Bercow, qui est le speaker de la Chambre des communes au Royaume-Uni. Où on en est du Brexit? Ben, pour l'instant, on n'en est pas à grand-chose. Il n'y a toujours pas eu de proposition de la part de Boris Johnson, alors que l'Union européenne attend une proposition du Royaume-Uni pour la question du backstop de la frontière nord-irlandaise. Mais quand même, le fait de la semaine, c'était la décision de la Cour suprême britannique qui a décidé que la suspension du Parlement qui avait été demandée par Johnson et accordée par la reine, en fait, n'était pas légale. Donc ça, c'était en plein milieu de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ça a fichu un peu le bazar, et visiblement Boris Johnson aussi a un peu perdu la boule parce que son discours était un peu sans queue ni tête. Voilà pour le Brexit, on vous tient au courant, mais ça reste quand même une histoire sans fin, et vraiment on n'a aucune idée le 31 octobre de ce qui va arriver. Rubrique suivante. Bah aujourd'hui, je vais vous parler c'est un peu ma rubrique à moi. C'est un hommage à la création artistique avec à Bruxelles le Théâtre Royal de la Monnaie, qui a lancé pour cette rentrée 2 créations mondiales, c'est-à-dire 2 œuvres qui ont été commandées à un compositeur vivant, qui ont été mises en scène et qui sont en ce moment en train d'être présentées au public à la Monnaie et au Théâtre Flamand. Donc la première, c'est une œuvre de Pascal Dussapin, un compositeur français, mise en scène par Thomas Joly, qui est également un metteur en scène français, qui s'appelle Macbeth Underworld. Donc c'est autour de la thématique très sombre de Macbeth. La seconde étant une œuvre du compositeur français Benjamin Attahir, mise en scène par le metteur en scène également français Olivier Lexa, qui s'appelle Le Silence des Ombres, qui est en ce moment au KVS, autour des 3 petits drames pour marionnettes de Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck est encore un hommage, étant le seul écrivain belge à avoir reçu un prix Nobel de littérature. Donc ces 2 créations assez sombres dans ce qu'elles présentent sur scène, mais qui sont visuellement très belles et musicalement très belles. Et puis c'est toujours important, je pense, de défendre dans le monde de la culture la création, parce que tout le monde veut voir la flûte enchantée ou la Traviata de Verdi, mais finalement, si à leur époque Mozart et Verdi ont pu avoir l'opportunité aussi de présenter ces opéras, c'est parce qu'on leur a commandité, c'est parce qu'ils ont été payés pour le faire. Et je trouve que c'est bien aujourd'hui de montrer que l'opéra n'est pas un art poussiéreux, mais c'est un art qui vit encore, et on a un certain nombre de directrices et de directeurs d'opéra qui montrent toutes les saisons des créations et qui montrent combien c'est important de soutenir la jeune génération d'artistes.
Merci Guillaume. Et moi, cette semaine, côté geek, je voulais vous parler d'une application que vous connaissez peut-être pas, mais qui est en train de devenir de plus en plus importante. C'est l'application TikTok. Alors TikTok, c'est un réseau social qui marche extrêmement bien auprès des jeunes, surtout. C'est des petites vidéos qui sont pas très longues. Et souvent, il y a des gens qui font des blagues ou alors des danses, qui se déguisent. Et donc, c'est souvent des vidéos musicales, aussi avec des gens qui chantent en playback sur des chansons connues. Et c'est une appli qui cartonne aujourd'hui chez les jeunes, qui sont un peu reportés de Facebook, de Snapchat, d'Instagram. Et aujourd'hui, il y a près de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est une des applications qui est les plus téléchargées sur l'App Store. Alors TikTok, c'est une application qui a été lancée il y a 2 ans. Donc c'est quand même très récent. Mais on voit que, en tout cas, en Amérique du Nord, c'est vraiment quelque chose qui cartonne et qui, de plus en plus, prend une ampleur importante en Europe. Alors naturellement, sur ces jeunes réseaux sociaux, il y a toujours la problématique du contrôle des contenus. Et donc, ça pousse certains aussi à demander, en l'absence de contrôle suffisant, à une interdiction. Donc, il y avait un article sur le site de la RTBF sur faut-il interdire TikTok parce que justement il peut y avoir des problématiques de harcèlement, de contenu choquant ou de cyberharcèlement. Ce qui est le cas, si je puis me permettre, aujourd'hui de la plupart des réseaux sociaux. On sait qu'il y a beaucoup de critiques sur les équipes de modération, la façon dont sont modérés, que ce soit Facebook ou Twitter, et que de mon expérience, effectivement, la modération est inexistante ou quasi inexistante sur ces réseaux en réalité, et que c'est très difficile de se fier, en fait, selon moi, à leur système de modération. Après, on peut aussi dire qu'on croit un peu en la nature humaine et on se dit qu'il y a des choses qui remontent et que le fait d'être aussi une communauté sur un réseau social permet d'avoir un peu plus de force. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça pose une vraie question et le fait qu'on se la pose maintenant un peu en amont est plutôt peut-être un bon signe pour la suite de ces histoires de modération. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que TikTok, dans la mesure où c'est pas comme Twitter, on se cache derrière quelque chose et on peut écrire, c'est vraiment aussi des gens qui se filment. Et donc là, il faut aussi éviter les abus. On s'adresse à un jeune public, donc notamment un jeune public. Voilà. Mais en tout cas, TikTok, vous pourrez peut-être vous renseigner si vous en avez jamais entendu parler, mais c'est l'appli qui monte. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre régulièrement ou de nous avoir rejoints si c'est le cas aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Twitter, @tranche au singulier de le chiffre de couple, et de nous envoyer des mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques, des beuglantes aussi si vous le souhaitez, sur notre adresse email tranche au singulier, le chiffre de couple au singulier @gmail.com. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.